Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au Village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bienvenue Amélie Guéné sur Qu'est-ce que la mode. Merci de nous accueillir dans ton showroom atelier de ta marque Maison Maëlie. Donc on est au Passage Café donc du Village des créateurs. Tu es là depuis combien de temps ? 1 an et demi, 2 ans, ouais. En janvier 2021. Ouais, on est un peu perdu avec le Covid. avec le Covid. Ouais. Donc Maison Maëlie, tu fais des robes de mariée sur mesure, donc spécialisation, j'allais dire très spécifique, je me répète, mais voilà. Mais comment t'en es arrivée là, à cet univers-là, à choisir la création et aussi te dire je vais m'installer en plus à Lyon, quoi. Alors, ouais, c'est tout un parcours. Oui. Du coup, moi, j'ai fait... je reviens jusqu'au lycée parce que c'est un peu là où ça a commencé. J'ai fait un bac STI art appliqué. Donc, j'ai toujours un peu baignée dans tout ce qui était un peu créatif. Je dessinais beaucoup. Et du coup, dans la ville où j'habitais, il y avait un bac STI art appliqué. Donc, ma mère m'a dit pourquoi tu n'irais pas là-bas ? Trop bien. Donc, je suis rentrée dans ce bac en ayant envie d'être décoratrice d'intérieur. Et c'est en ayant fait ce parcours au lycée que du coup, je me suis de plus en plus déportée vers la mode. Et c'est aussi suite à une rencontre avec une brodeuse professionnelle qui était venue faire un workshop avec nous à l'école et avec qui j'avais pu échanger longuement sur les métiers de la mode et en général. Et elle m'avait dit, tu sais, il y a pas mal de demandes à Paris sur des jeunes modélistes. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais me renseigner un peu sur ce qu'est le métier de modéliste. Et ça me plaisait beaucoup, parce que c'était un peu savoir fabriquer un vêtement. Ah oui, c'est fondement, ouais. Donc je me suis dit, c'est parti, après l'école, après le lycée, je pars à Paris et je me lance dans des études de couture. Et je veux faire que de la technique parce que c'est vrai qu'au lycée, j'avais appris un peu tout ce qui était créatif et j'avais envie de les laisser de côté pour apprendre vraiment la technique pour monter un vêtement de A à Z. Donc je suis montée à Paris, j'ai fait 1 an de prépa dans une école privée qui m'a pas trop plu. Et puis en même temps, j'ai trouvé la nouvelle école dans laquelle j'ai été après, qui est la Chambre syndicale de la couture parisienne. La fameuse. Exactement, qui est quand même très reconnue assez mondialement. Et en plus, au début, quand je suis arrivée sur Paris, je connaissais que le cursus privé. Ok. Et j'ai découvert qu'ils avaient un CFA aussi, donc à faire en alternance et des études, et puis pouvoir apprendre vraiment la technique. Donc j'ai intégré la chambre syndicale en alternance. Et ça, je suis restée pendant 4 ans et demi. Ah oui. Et l'alternance t'a permis de directement être dans le bain. Dans le bain, ouais, c'est ça. Oui, parce que j'ai travaillé 2 ans. Donc j'ai fait un CAP de couture option tailleur dame. Et après, j'ai fait un brevet professionnel de vêtements sur mesure. Donc là, vraiment apprendre le modélisme. Okay. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai été chez un sous-traitant pour les grandes marques. Donc, on travaillait pour Saint-Laurent, Dior, Louis Vuitton. Enfin, j'étais vraiment dans le bain. Ah ouais. Et les 2 ans et demi de brevet professionnel, je les ai fait dans une marque de prêt-à-porter féminine qui n'existe plus maintenant. Mis la clé sous la porte. Mais c'était intéressant aussi de pouvoir voir aussi dans des plus petites boîtes. Oui, et puis le plus prêt-à-porter et donc d'autres aussi types de matières. C'est ça. La qualité devait être différente. Oui. La fabrication est différente parce aussi, que... les finitions. La fabrication des grandes maisons se fait généralement en France ou dans des pays voisins.
les fabrications pour le prêt-à-porter. Ouais. Il y a quelques années, c'était moins sensible au Made in France ou au Made in Europe. Voilà. Mais j'ai pu un peu lire un peu ton à-propos dans le site internet et parce que je me demandais mais comment on en arrive à se spécialiser sur une typologie de produits parce que c'est même, enfin oui, c'est un marché, mais c'est aussi une typologie de produits, la robe, la femme, ce corps, cet événement. Et j'ai cru comprendre que tu as eu un passage en Australie qui t'a... Justement, après ces études, moi, je voulais partir. Je voulais partir à l'étranger, je voulais perfectionner mon anglais. Pas forcément rester dans la couture, mais partir. Et du coup, je suis partie en Australie et en fait, la couture est revenue très vite à moi. Et du coup, j'ai intégré une maison de couture de mariée, donc à Melbourne, en Australie. Et là, j'ai découvert un style de robe de mariée qui me plaisait énormément, une façon de travailler que je connaissais un petit peu, mais pas tant que ça. C'est toute une différence dans de la travail. Culture d'entreprise Oui, dans la culture de l'entreprise, dans aussi les matières utilisées qui ne sont pas forcément vues. Enfin, elles commencent à être vues un peu en France, mais à l'époque, elles n'étaient pas trop vues. Et puis du coup, ça m'a vraiment... j'en suis tombée amoureuse en fait de ce style-là et la robe de mariée en général, c'est de là. Alors j'aimais bien les belles matières de la robe de mariée, mais c'est vrai que là, ça m'a donné une vision nouvelle de la robe de mariée et je me suis dit, c'est vraiment ça qui me plaît. Ah ouais. Voilà. Et en revenant en France, le constat a été rapide en me disant, le style que j'ai vu en Australie, il est quasiment inexistant en France. Moi, j'ai un savoir-faire français de mes études et mon parcours professionnel. Et en même temps, j'ai cette inspiration qui vient de l'Australie, mais qui vient aussi un peu des pays anglo-saxons. Parce qu'on voit aussi aux États-Unis, on voit un peu en Angleterre. Cette liberté un peu, je trouve, dans la robe de mariée, alors que nous, en France, on a quand même un peu la tradition, le poids de la tradition qui est intense, en fait, qui reste. Et du coup, j'avais envie d'allier un peu ces deux choses-là et de créer la boîte. Tu as commencé en 2019 ? Oui, c'est ça. Je suis rentrée en France en 2018. Ouais, en 2018. Et le temps de préparer les étapes, de monter l'entreprise. Allez, je me lance. Oui, ça a été plusieurs questionnements. Et puis, fil en aiguille, rendez-vous à la CMA, préparer le projet. Voilà. Et puis, en 2019, Maison Maëlie était lancée, créée. J'avais un showroom, tout est... Et justement, tu parles de style, la robe, enfin... Est-ce que tu pourrais développer justement, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui t'anime, ce qui t'a fait en plus provoquer cette ouverture d'entreprise. Qu'est-ce que c'est alors ce truc-là qui fait que chaque jour t'es sur ce produit, t'es sur ces matières? Dans les grandes lignes, j'aime toujours dire que je fais de la haute couture pour tout le monde. Ouais. En fait, la robe de mariée, c'est vraiment la robe que tout le monde peut au moins s'offrir une fois dans sa vie, avec une qualité un peu plus supérieure que ce qu'on achète en prêt-à-porter. Et du coup, le savoir-faire du sur-mesure et autres, ça c'est vraiment la haute couture pour tout le monde. Et c'est ça qui me plaît en fait. Et puis aussi de réaliser un rêve quoi, pour plein de femmes qui ont toujours rêvé de la robe de mariée. Et là, le jour J est arrivé. Et du coup, il faut créer ensemble leur rêve. Donc ça, c'est vraiment intéressant à faire. Ouais. Cette expérience ensemble avec la mariée, à construire, à l'entendre poser des lignes, puisque d'abord tu dessines, et ensuite tu amènes des échantillons. D'abord, en fait, c'est un premier rendez-vous où on fait connaissance, où je lui demande un peu ce qui lui ferait envie. Ouais. Et puis après, elle essaye plusieurs robes qui sont disponibles à l'essayage au showroom. Et après, à la suite de ce rendez-vous-là, moi, j'ai les grandes idées pour sa robe, avec les tissus sélectionnés et autres. Je lui fais un croquis avec le devis. Et après, c'est à elle de prendre la décision si elle continue avec moi ou si elle a trouvé ailleurs. Mais en soi, à la fin de ce rendez-vous, elle a vraiment tout en main pour prendre sa décision. Et voilà. Mais il faut savoir, pour certaines, il faut arriver à se projeter. Pour d'autres, c'est très facile, mais pour certaines, c'est un peu plus compliqué. Des fois, un deuxième rendez-vous est nécessaire pour revoir les tissus, pour réessayer, pour vraiment se projeter. Ouais.
Voilà. Moi, j'arrive facilement, mais... Ouais, c'est un imaginaire qui travaille autrement, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, comment est-ce que tu te retrouves sur le marché du mariage avec ce style, justement, ces inspirations anglo-saxonnes et justement cette tradition, on va dire, plus française Au début, c'était un peu compliqué parce que c'est tout nouveau. Et en règle générale, je trouve qu'on a du mal pour le changement, pour le nouveau. Donc c'était apporter tout doucement le style un peu plus audacieux et libéré, sexy, à la mariée française. Et donc c'est venu petit à petit. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, les inspirations qui passent dans tous les sens, Pinterest, c'est la bibliothèque énorme d'inspiration de robes de mariée. Et du coup, j'ai des clientes qui me ressemblent de plus en plus. Donc qui vont oser le sexy, qui vont oser la perle, parce que les tulles perlées, c'est vraiment ce que je préfère travailler. C'est un peu ma marque de fabrique. Chaque collection, je vais avoir au moins un tulle perlé à proposer. Et du coup, j'ai des clientes qui viennent et qui, des fois, ne souhaitent pas des robes blanches. Donc ça me plaît aussi, parce que du coup, ça amène un peu plus de créativité. Donc c'est vrai que là, de plus en plus, je trouve que j'ai des clientes qui sont là. Au vu de ce parcours, de cette maison, Maëlie, qu'est-ce que la mode alors aujourd'hui pour toi? C'est compliqué. Moi, je me vois pas vraiment dans le truc mode, très mode. J'arrive à un moment, à une occasion précise. Donc c'est pas une continuité. Pour moi, c'est un renouveau un peu. C'est arriver à se renouveler chaque année, à avancer, proposer des nouvelles choses aux clients et une sensibilité aussi aux matières, à la fabrication qui est de plus en plus présente dans la mode en général et dans les envies clients. Mais oui, c'est un renouveau et en même temps, on part toujours sur des bases anciennes qu'on réactualise. On le voit vraiment même dans la rue. Hein. Ah bah oui. La mode, elle est aux années 90 à fond. 2000 bientôt. Bientôt 2000, oui, c'est vrai. On voit les buffalos là. Ouais. Mais oui, pour moi, c'est un éternel recommencement, on va dire. Cette juste tension entre, comme tu disais, comme ton parcours l'illustre aussi, c'est d'abord la technique, aussi c'est se baser sur la technique pour en fait justement venir et créer mettre en œuvre et matérialiser des rêves de personnes en fait. Mais sans cette technique, ça resterait un croquis. Et encore un croquis, il y a pas mal de techniques aussi. Oui, bon, c'est quelques années de travail, c'est bon. Hein. Ouais. Après, pour moi, ça reste une industrie quand même très compliquée, la mode en général, et puis très controversée. Donc à notre échelle, en tant que petit créateur, surtout au village, je pense qu'on essaye de changer les choses, d'amener vers un nouveau type de consommation, mais c'est vrai que ça reste très compliqué. Ouais. Mais du coup, toi, tu le fais en sur-mesure, en conversant avec chaque cliente. C'est ça. J'essaye vraiment de continuer sur un quasiment 100% made in France. J'ai des tissus qui viennent un peu de l'étranger, mais après le reste, les soies viennent de France. La fabrication, c'est moi qui l'ai fait, donc made in Lyon. Voilà, made in Lyon, même encore plus local. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué un peu de trouver aussi des fournitures 100% françaises. En tout cas, là, t'as lancé cette marque, tu t'y retrouves, tu rencontres des personnes qui s'y retrouvent aussi. Donc, je te souhaite une belle suite. Merci. T'as tenu ces 2 premières années et ça va être encore toujours plus beau. Alors, donc, belle suite et bonne fin de saison aussi. Merci beaucoup.
Bonjour chères auditrices et auditeurs, bonjour Nicolas Fafiot. Bonjour. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Merci de nous accueillir donc chez toi dans ta boutique qui accueille aussi ton atelier, qui abrite aussi ton atelier juste au-dessus. Rue du Plat, on est donc à Lyon pour toujours dans cette série avec le village des créateurs. Donc tu es couturier créateur depuis une vingtaine d'années, c'est ça maintenant ? C'est ça, ouais. Mais particulièrement de robes de mariée, robes de soirée, sur mesure particulièrement. Donc tu es installé depuis tes débuts à Lyon. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette ville ? Lyon, moi j'adore, je suis proche de chez mes parents, la vie c'est aussi avoir des gens autour de soi. Et après Lyon, pour moi c'était un peu évident dans le sens où il y avait les soyaux lyonnais, ils y sont encore, mais il y avait beaucoup d'ennoblisseurs, parce qu'en fait à Lyon, ce qui est intéressant c'est qu'on peut travailler sur nos tissus. Donc c'est ce qui a motivé le choix et en fait j'ai eu une opportunité pour trouver une boutique par le plus grand des hasards, mais en fait du coup c'est comme ça que ça a démarré et d'ailleurs j'y suis encore. Ça fait 20 ans. C'est toujours le même même adresse depuis toujours la même adresse depuis 20 ans. Ouais. J'ai démarré en fait le 2 décembre 2002. Ah ouais. Donc là, je vais fêter mes 20 ans dans pas longtemps. Ah ouais, bientôt, un bel anniversaire. Exactement. Est-ce que tu peux justement aller un peu plus en détail dans les grands points, on va dire, de ton parcours ? Parce que ça arrive, une boutique comme ça, et de dire « Ok, je me lance faut avoir un sacré caractère quand même. » Alors, en fait, c'est vraiment... c'est assez drôle, mais donc, du coup, en gros, moi, mon parcours, il est un peu atypique. Je suis un cancre à l'école. Mais vraiment un cancre. Je suis viré de toutes les écoles. Du coup, mes parents, comme ils craquent complètement, ça je parle niveau 3e, j'ai même pas eu mon BEPC, collège, lycée, c'était une cata. Donc là, mes parents, en fait, décident, pour me montrer ce qu'est la vie, parce que moi, je viens d'Oyonnax, en fait, dans l'Ain, et mes parents décident de me mettre à l'usine pendant 2 mois d'été. En fait, ils me mettent à l'usine, mais ils me font faire 2 fois 7 heures par jour pour que je comprenne ce que c'est de travailler. Donc là, en fait, je me rappelle très bien, je me rappelle encore des noms des boîtes, mais je vais pas le dire. Mais en fait, je travaillais donc pour une société qui faisait des bouchons de parfum. Et moi, en fait, j'étais à la chaîne et je rangeais les bouchons de parfum, le bouchon de parfum de Nina Ricci, là où il y a les petits oiseaux, je me rappelle plus du nom. Que dès que je vois, je pourrais encore 30 ans plus tard faire une crise d'épilepsie en le voyant. Du coup, j'en ai rangé des milliers et je travaillais dans une autre entreprise qui de plasturgie en fait, parce que Oyonnax c'est quand même plutôt plasturgie, et je devais fermer des règles d'écolier là. Dans du plastique, tu sais, l'étui que tu dois chauffer à chaud à 3h du matin, c'est génial. Donc voilà, l'été en plus. L'été, c'était super. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois, parce que je voulais gagner ma vie, j'avais pas besoin de travailler, c'était quand t'es jeune. Et ma mère, en fait, m'a trouvé, par le réseau de mes parents qui avaient une épicerie fine à Oyonnax, m'a trouvé un BEP compta au lycée Paul Pinlevé. Et là, un matin, elle m'a mis mon cartable sur ma table de petit-déj. Elle me dit, je t'ai trouvé un truc pour aller en BEP. Je dis, mais oui, maman, j'y vais tout de suite. Donc, je suis arrivé en BEP. Comme ma principale était drivée, elle a collé son bureau contre le mien. Moi, j'avais mon bureau qui était collé au bureau de la principale. Et en fait, cette nana, en fait, je suis rentré dans un système de BEP plus humain, je dirais pas plus humain, mais où en fait on nous prend plus pour des adultes en fait. Et du coup, en fait, je me suis super bien entendu avec ma principale. J'ai commencé à super bien... j'ai compris, pour moi c'était logique. J'ai fait de la compta, je me rappelle, j'ai eu 20 coef 8 en compta. C'est des petits souvenirs comme ça, mais... Donc j'ai fait mon BEP, après je suis reparti en première d'adaptation. Par exemple, à la fin de mon BEP, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. À la fin de mon BEP compta, on devait organiser une soirée. Et moi j'ai décidé d'organiser un défilé de mode. Donc j'ai fait
J'ai trouvé des partenaires, j'ai trouvé des coiffeurs, des maquilleurs. J'ai fait mes fringues, en fait, du coup, j'ai fait les robes. Et c'est mon premier défilé, mais vraiment mon premier défilé. Mais ça veut dire que tu faisais de Mais la j'étais couture déjà un en peu, train de faire de la couture, parce qu'en fait, comme moi, ça, j'étais plutôt excentrique quand j'étais jeune. Et je trouvais pas de fringues à mon goût. Donc, en fait, ma mère, qui était ancienne couturière, m'enfilait le fil dans la machine à coudre pour que je fasse des cravates fluo. Enfin, j'ai fait des trucs pas possibles. J'en ai plein chez mes parents. Hein. Mais j'ai fait des pantalons taille haute, des trucs qu'on trouvait pas dans le commerce. Puis moi, j'étais au Yonex, quoi. J'avais pas l'accès comme à Paris aux grandes marques. Et puis moi, je viens d'une famille modeste, donc c'était pas possible pour moi à 16 ans de m'acheter un pantalon Gaultier. Donc en fait, je me suis toujours débrouillé et c'est vrai que j'ai commencé à vraiment adorer la mode. Après, j'ai fait des arts plastiques au Yonex parce qu'il y avait un centre culturel où j'ai appris la peinture, le dessin, la sculpture. Enfin, j'étais vraiment branché art. Et à la base, je voulais rentrer pendant toutes ces études. Ouais. En fait, moi, je voulais rentrer aux Beaux-Arts de Genève à la base. Okay. Et en fait, c'est aux Beaux-Arts de Genève que j'ai vu une section mode. Parce qu'à l'époque, il y avait une section mode. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial la mode. Parce que moi, j'adorais dessiner, peindre, sculpter. Et quand tu rentres aux Beaux-Arts, en fait, il faut choisir. Entre la peinture, la sculpture, moi j'ai dit, mais moi j'ai pas envie de choisir. Et là je vois une autre section, tu sais, à dépit de... Je vois une autre section et je dis, non mais c'est génial la mode en fait, c'est un peu de la sculpture parce que tu fais des volumes, la couleur c'est génial, le dessin, je dis, non, moi je crois que je vais faire ça. Et ça m'a trotté dans la tête et c'est parti comme ça. C'est vraiment la découverte des Beaux-Arts de cette section et exactement. de se dire donc après j'ai fait mon premier défilé, j'ai eu la presse, j'ai eu une page entière dans le Progrès parce que en fait j'avais fait un truc extraordinaire pour les gens, mais moi je pensais que c'était hyper facile. Enfin voilà, c'était drôle, j'ai découpé parce que mes parents, comme ils avaient une épicerie fine et qui faisaient des très belles vitrines, en fait moi j'ai piqué les tissus de vitrines de mes parents, j'ai piqué des napperons, des draps, des napperons, j'en ai piqué je sais pas combien pour faire une robe tout en napperon, enfin voilà, et en fait du coup fin de BEP, j'avais hyper bien organisé le truc, on avait fait une invite, j'avais fait un vrai défilé dans la cour de l'école, et c'est vrai que ça m'a un peu lancé dans ma tête. Et ce qui s'est passé après, je pars en première d'adaptation, je retourne dans le circuit normal, parce que comme j'avais eu une très bonne note à mon BEP, je retourne dans un circuit normal, donc là, ça redevient l'horreur. Je finis par faire une terminale secrétariat, tellement que j'étais nul, en maths et tout, je comprenais rien. J'étais plus intéressé, moi j'avais débranché, c'était la mode à fond, je commençais à rencontrer les Miss. Parce que moi, par exemple, j'ai rencontré des Miss Belligna. Alors, Belligna, c'est un petit bled qui est à côté de Yonex. En fait, si tu veux, par exemple, pour que la fille, elle soit Miss Rhône-Alpes, il faut qu'elle fasse Miss Belligna, qu'elle gagne. Après, qu'elle fasse Miss Pays de l'Ain, qu'elle gagne. Qu'elle fasse Miss Lyon, qu'elle gagne. Et après, elle est Miss Rhône-Alpes. Donc, je risquais pas d'avoir une Miss qui allait faire devenir Miss France. Mais je commence comme ça, en fait. J'habille les Miss de région. Enfin, voilà, j'étais vraiment à fond... dans mon petit bled, les gens, en fait, j'étais un peu le couturier d'Oyonnax, tu vois, mais j'avais 16 ans, 17 ans, quoi. Et là, c'était parti, j'étais à fond dans la mode, donc en fait, j'allais visiter des écoles toute la journée, notamment S-Mode, que Isabelle Glaise s'en rappelle bien. En fait, j'ai visité S-Mode, mais pendant 3-4 ans, je disais, oui, comment ça se passe? En fait, j'y revenais tout le temps, je disais, putain, encore lui. Et en gros, donc, l'histoire, c'est que je fais un bac secrétariat. J'apprends la sténo, parce qu'à l'époque, c'est il y a très longtemps, il n'y avait pas d'ordinateur, on était encore sur les machines browser, tu vois, vraiment trop drôle. Et là, je me suis dit, non, mais je peux pas faire ça, en fait, je ne veux pas devenir secrétaire. Et j'ai donc fait un dossier en secret la nuit chez mes parents, où je me réveillais la nuit pour faire des dossiers, enfin, c'était un truc de fou, j'étais complètement un peu fou, mais... Et j'avais tout prévu mon coup, c'est qu'en décembre, je finissais mon dossier pendant les vacances de décembre, et je démissionnais de l'école au mois de janvier.
Et en fait, le directeur de l'école était mort de rire parce que moi, j'ai fait une lettre de démission à l'école. Comme si c'était possible, tu vois. Ouais. Alors en fait, ça ne me convient pas du tout, je démissionne. Et j'ai fugué de chez mes parents pour trouver une école de mode à Lyon. Donc là, c'était au mois de janvier, mais j'étais complètement perché. J'ai fugué de chez mes parents. Oui, parce qu'en plus, c'est pas du tout dans les, ah non, les dates. Non, mais moi, c'était décidé, c'était janvier. En fait, je décide, voilà, de dire, bah, je commence en janvier, voilà, c'est la nouvelle année. Et là, en fait, je rencontre une école. Donc, en fait, j'ai rencontré une première école, je dirais pas le nom, mais qui m'ont un peu foutu dehors. Et je rencontre la deuxième école, donc, S-Mode. J'arrive à S-Mode et je rencontre Isabelle Glaise qui me dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Je dis, ben, j'ai fait 8 chez mes parents, je voudrais rentrer dans votre école. C'est le mec complètement dingue. Et elle me dit, alors, on va appeler vos parents déjà? Parce qu'ils doivent être un peu inquiets. Parce que si vous êtes parti de chez vous depuis combien de temps? Je dis, bah, 2 jours. Donc, elle a appelé mes parents et là, en fait, c'est la première fois que ça arrive à S-Mode, c'est jamais arrivé depuis. En fait, Isabelle Glaise, donc, à l'époque, qui était directrice du village, enfin, qui était directrice d'S-Mode avant d'être directrice du village des créateurs, en fait, a dit à mes parents, écoutez, on va faire un test. Il va commencer au mois de janvier. Okay. Et puis, on verra bien s'il s'en sort. S'il s'en sort, bah, génial. S'il s'en sort pas, il doublera son année. Et en fait, moi, je m'engage à ce que vous ne payiez pas la deuxième année. Parce qu'en fait, mes parents, ils ont été cool aussi, hein, parce que c'était quand même très cher S-Mode. Oui, moi, j'ai fait un pré-étudiant que j'ai eu. Alors, moi, j'ai fait un pré-étudiant, hein, c'est-à-dire, en fait, j'ai démarré dans la vie avec une jolie dette. Une jolie dette. Mais du coup, j'ai fait un pré-étudiant, j'étais hyper motivé et j'ai eu l'accès au pré-étudiant parce que mes parents, ils ont été caution. Mais par contre, j'ai payé mon école. Ouais. Donc, j'étais vraiment motivé à mort. Et en fait, fin de première année, j'ai eu le premier prix en style. Après, deuxième année, j'ai eu le premier prix en modélisme, je crois. Après, je suis parti à Paris, à S-Mode Paris, pour faire ma troisième année. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de troisième année à Lyon. Et j'ai fait une spécialisation haute couture où j'ai eu le premier prix. Je suis sorti premier prix. Et en fait, ma vie, elle a commencé. Alors, S-Mode, c'était génial. J'ai rencontré plein de gens avec qui je suis encore ami. Des gens qui ont joué vraiment aussi dans ma carrière d'aujourd'hui. Parce que, par exemple, je pense à Gaëlle, qui est aujourd'hui directrice de la lingerie chez Etam. Elle était de Lyon. Et c'est comme ça que j'ai après bossé pour Etam. Enfin voilà, c'est vraiment, tout est important dans la vie en fait. Les connaissances les gens qu'on peut rencontrer, pour moi c'est hyper important parce qu'en fait, par exemple l'exemple de Gaëlle, je l'ai pas vu pendant 15 ans et on s'est retrouvés sur un salon et sur le salon, comme on s'entendait hyper bien. Elle me dit, on cherche un styliste pour faire le live show d'Etam et moi j'ai bossé 7 ans avec Etam après donc. Et bref, et donc je finis S-Mode et en fait je démarre direct parce que j'ai été en stage chez Max en deuxième année. Lui, Max Chaoul, il voulait même pas que je fasse ma troisième année parce qu'il voulait m'embaucher tout de suite. Et Isabelle a forcé pour que je fasse ma troisième année. Elle m'a dit non, mais vous savez pas ce qui peut se passer, faites votre troisième année. Donc j'ai fait ma troisième année et du coup. Fin de troisième année, je me rappelle, le défilé de fin d'année, ça devait être un jeudi soir, et en fait, le lundi, je bossais chez Max. Ah oui, donc de retour à Lyon. Donc retour à Lyon pour Max, j'ai bossé 6 mois pour lui, j'ai détesté, parce qu'en fait, j'étais trop entre... Moi, je voulais vraiment connaître ce que c'était la haute couture, donc en fait, je suis parti, j'ai démissionné de chez Max, mais bon, c'était hyper ravi. Quand tu trouves un boulot bien payé, que tu sors de l'école, je démissionne. Et en fait, je suis remonté à Paris, je fais tout le temps ça, moi. Hein. Quand ça va pas, Et j'ai remonté à Paris, et donc là, j'ai travaillé pour Emmanuel Ungaro. Après, j'ai fait Saint-Laurent-Lacroix en indépendant pour des gens qui bossaient pour eux. Et après, là, je suis revenu chez Max. Donc ça, je me rappelle même plus des dates, mais en fait voilà, je suis revenu chez Max, j'ai bossé pas mal de temps avec lui parce que voilà, c'était super bien, j'ai appris plein de choses. Et en 2000, je crois, ou 2001, je crois, 2001 peut-être. En fait, moi j'ai été licencié économique pour des problèmes, des problèmes de gestion et je crois que c'était aussi, il y a eu la guerre du Golfe à ce moment-là et en fait il y avait des problèmes de commandes qui étaient gelés,
Donc voilà, en fait, après j'ai bossé pour Forme la femme enceinte, parce que j'ai fait des collections de... Parce que moi je suis styliste à la base, même si je fais des robes de mariée, je peux faire d'autres choses. Mais en fait j'ai été styliste pour Forme, où j'ai super bien gagné ma vie, parce que en fait ça s'était super bien passé. Et notre entretien, enfin voilà, j'avais eu des super bonnes idées, parce que j'avais inventé des t-shirts reversibles pour que la femme enceinte, elle puisse s'habiller en noir, mais le lendemain en blanc, sans s'acheter 2 t-shirts, parce que ça coûte cher, ou des petites techniques que j'avais eues, enfin bref. Et ensuite, le hasard de la boutique, c'est que je suis arrivé à Lyon, en fait, c'est un peu grâce à Max, en fait, parce que je suis revenu à Lyon pour lui, j'ai été licencié, j'ai bossé en freelance pour Forme la femme enceinte. Ensuite, j'étais installé à Lyon, donc je me suis dit, faut que je trouve un truc. Et moi, je rêvais d'avoir une adresse Place Bellecour, et c'est comme ça que cette boutique, elle est arrivée. En fait, je rêvais d'avoir une adresse Place Bellecour. Je regarde des petites annonces, je visite un appart Place Bellecour, je me voyais déjà avec mon petit nom et tout. Et en fait, Place Bellecour, mais là, j'avais 27 ans. Inconscience totale. Et en fait, l'appart, du coup, en fait, il donne dans une cour intérieure. Donc, j'ai dit, non, en fait, c'était pas mon rêve, quoi, de donner dans une cour intérieure. Je descends de l'immeuble. J'aurais pu repasser par la Place Bellecour, mais en fait, je décide de trabouler. Enfin, ce qu'on dit trabouler, de l'immeuble qui est juste en face de ma rue aujourd'hui. En fait, il a une entrée, une sortie. Et en fait, je sors de l'immeuble et j'arrive rue du Plat. Et en fait, l'immeuble, c'était celui d'en face. Et rue du Plat, j'arrive devant une boutique qui est en cessation d'activité. Ah ouais. Mais je dis, mais non, mais c'est génial. C'est pour moi. Je suis Place Bellecour, je rencontre la nana. La nana, elle était pendue jusqu'au cou. Elle devait vraiment vendre le plus vite possible. Ah ouais. Et en fait, j'ai eu un droit au bail, mais miséreux. Pour rien. Et le loyer était relativement correct pour l'époque. Et j'ai démarré. Mais totalement inconscient. J'ai dit, allez, c'est bon, on y va. Donc après, j'ai eu mon ami de l'époque qui m'a aidé à tout enlever. J'ai fait des premiers travaux avec des gens que je connaissais, qui ont fait des travaux épouvantables. Mais du coup, c'était les débuts. En fait, la boutique, on a fait 3 fois des travaux déjà. Mais au début, c'était bricolette. Quand j'ai ouvert ma boutique, les mecs, ils avaient oublié de me mettre des lumières dans la vitrine quand même. Ah mince. J'étais obligé d'acheter des spots chez Ikea pour éclairer mes robes. Enfin, tu vois, c'était vraiment, les débuts, c'était un peu ardos. Mais en fait, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Donc en fait, moi, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai démarré en décembre 2002, le 2 décembre 2002. Mais entre-temps, j'avais rencontré Sylvie Tellier, qui était Mission et qui est devenue Miss France. Et du coup, en fait, Sylvie, tout le long de mon année, en fait, m'a énormément soutenu et aidé. La preuve, c'est que, par exemple, j'ai eu une émission qu'il faut que je retrouve, mais en fait, je suis passé sur 50 minutes Inside pour avoir fait la robe de Sylvie Tellier pour l'élection de Miss Univers. Et en fait, il voulait venir dans mon appart. Moi, j'avais un appart tout pourri dans le 7e, un tout petit appart, où j'avais fait la robe de Sylvie dans ma chambre, je crois, parce qu'en fait, j'avais même pas de place pour mettre une machine à coudre. Et du coup, je me rappelle quand ils sont venus faire l'interview, j'ai demandé à des gens, j'ai demandé à la famille, je me rappelle plus du nom, en fait, ceux qui ont plein d'hôtels à Lyon. Et en fait, j'avais pris j'étais à la Cour des Loges. J'avais pris une suite de la Cour des Loges. Enfin, je l'avais pas pris, ils me l'avaient prêté, parce que je n'avais pas les moyens, pour faire croire que c'était mon appart, pour que 50 minutes Inside viennent faire le reportage pour faire croire que c'est chez moi, où Sylvie disait « Ah, salut Nico !» Et en fait, j'ai eu un reportage avant même d'ouvrir ma boutique. J'étais sur 50 minutes Inside, un reportage de 10 minutes. Donc c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a aidé, même Geneviève, elle m'a aidé à l'époque, mais c'est ce qui m'a permis d'aller voir une banque, que les banques me fassent confiance. Parce que à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était plus facile d'avoir un prêt que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, on avait une lettre de recommandation, une banque qui pouvait nous prêter de l'argent. Et c'est un peu ça l'histoire, c'est que j'ai eu aussi de la chance. Sylvie, elle m'a vachement soutenu. J'avais la presse qui me soutenait avant même d'avoir ma boutique. Ce qui fait que j'ai pu faire un prêt, j'ai pu démarrer. Puis après, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Parce que, en fait, ça a démarré sur les chapeaux de roue parce que Sylvie
a rendu son titre de Miss France à Lyon. Donc je crois que c'était le 15 décembre, un truc comme ça. En fait, elle a passé sa couronne, mais l'élection s'est faite à Lyon. Je crois à la bourse, à Gerland, là. Ouais, à Altony Garnier. Ouais, pas à l'Altony Garnier, il y a... ouais, enfin, je me rappelle plus où c'était, mais c'est vers Gerland. Et là, en fait, du coup, elle rend son titre, et à chaque fois qu'elle sort sur scène, elle balance mon nom. Donc en fait, du coup, ça a démarré sur le chapeau de roue, et ce qui s'est passé, c'est que toute la presse lyonnaise était sur place. Donc en fait, moi, le lundi de l'élection, l'élection elle s'est faite le samedi, le lundi, j'avais toute la presse lyonnaise qui venait savoir qui j'étais, en fait. Parce que moi, je travaillais dans l'ombre chez Max, personne ne me connaissait. Oui, et puis en freelance aussi, du coup. Ouais, et ça a démarré direct, et j'ai commencé à avoir plein de clientes, et voilà. Ouais. Et c'est parti, du coup, ça fait donc 20 ans là. C'est ça. Et particulièrement, justement, tu te concentres après, ce qui est vraiment particulier, sur la robe. Alors en fait, moi je me concentre surtout... Alors, la base de mon concept, c'est de faire du sur-mesure. C'est pas forcément la robe de mariée. Ouais. Nous, en fait, vraiment, les gens qui viennent chez moi, c'est ceux qui veulent du sur-mesure. Après, par contre, forcément, le sur-mesure, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus demandé, les gens demandent beaucoup plus une robe de mariée sur mesure qu'un tailleur de journée sur mesure. Oui, ouais. Parce que c'est pas les bons budgets. Mais après, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai des clientes où je fais des bateaux, je fais des robes pour mettre sur leur bateau, je fais des maillots de bain tout en strass, pour porter sur un yacht ou sur... je ne fais pas que des robes de mariée. J'ai vraiment... Alors, ma spécialité, c'est quand même robe de mariée, robe de soirée et... robe de cocktail liée au mariage ou à des événementiels. Parce que les gens qui prennent le temps pour se faire une tenue sur mesure aujourd'hui, c'est vraiment mariage, chez la maman. Oui, c'est l'événementiel. Hein, mais ça peut être les 50 ans de mariage, les 30 ans, les 40 ans, se faire plaisir pour un événement très particulier. Et c'est plutôt dans ce sens-là où nous on bosse. Mais j'ai quand même des clientes qui rentrent dans un profil de sur-mesure parce que, par exemple, je peux avoir des clientes qui veulent s'acheter un beau pantalon, qu'elles ne le trouvent pas en prêt-à-porter ou qu'elles en ont acheté 50. Et que là, aujourd'hui, on leur fait un pantalon sur mesure et je peux le faire. Ouais. C'est pas ma principale activité, mais ça m'arrive aussi. Donc le cœur, c'est le sur-mesure, donc c'est un rapport au corps qui est quand même très particulier. Super important pour moi. À la coupe, à la matière, du coup. Est-ce que tu peux nous parler de ça, cette passion-là qui t'anime, justement, qui fait que c'est le sur-mesure? Le corps, en fait, c'est super simple. Moi, j'ai une maman qui est super fine et j'ai une sœur qui est plutôt plantureuse. On vient d'une très grande famille. Moi, ma mère, elle a 10 frères et sœurs qui ont eu 5 ou 7 enfants. Donc, en fait, dans ma famille, j'ai tous les cas. Il y a tout le monde. Il y a des gens qui sont obèses, il y a des gens qui sont trop maigres, il y a des gens qui sont handicapés. J'ai une famille très grande. Et du coup, très vite, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait des lacunes et des manques. Après, j'ai aussi dans ma famille et dans mon entourage, et ça m'arrive aussi, le sur-mesure, c'est ça aussi, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes de santé. En fait, moi, j'ai déjà eu plein de clientes sur 20 ans qui ont l'ablation des seins, qui ont eu des cancers, qui ont eu des choses comme ça et qui ont envie quand même d'être belles, quoi. Donc le sur-mesure, c'est ça, pour moi, c'est ça aussi, c'est pas que la belle robe. C'est aussi redonner de la féminité, voilà. Et par exemple, nous, on fait du vrai sur-mesure dans le sens où tout le monde peut venir, quoi. Moi, j'ai eu des robes magnifiques sur des clientes. Je fais des miss qui font du 36 ou du 38. Mais par exemple, en fait, j'habille plein de gens et c'est super intéressant pour moi le rapport humain avec ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau. C'est un passage un peu... la mariée, c'est un passage un peu fort dans une vie. Parce que par exemple, il y a des nanas qui peuvent ne pas s'aimer. Et c'est vrai qu'après, moi, je suis plutôt à l'aise... avec le physique, en fait, j'ai pas de blocage sur quelqu'un. Je vais pas dire que quelqu'un est beau et moche. J'ai fait un peu un travail sur moi, mais du coup, j'ai pas de blocage
pour habiller quelqu'un, en fait. Voilà, je suis... Parce que c'est le corps, en fait, justement. L'habit, c'est un moyen d'exprimer, de te mettre... oui, justement, d'habiller l'autre, mais c'est sur le corps de l'autre. Et donc mais après, c'est aussi aider. En fait, moi, je suis là aussi pour aider les gens qui se sentent pas bien. Et c'est ça aussi, dans le sur-mesure, il y a énormément de dialogue, en fait, de conversation. On connaît un peu... on a l'image de la robe sur mesure, qu'on sait qu'il y a plusieurs essayages, mais en fait c'est la même chose pour tout vêtement en sur mesure. Donc il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de conversations. Oui, puis c'est un jour un peu, je parle de la mariée, c'est un jour un peu important. Après, il y a le rapport avec la maman, enfin il y a plein de choses qui peuvent, la vision qu'on va donner aux autres, la vision qu'on a de soi, enfin voilà. Donc en fait c'est, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime le plus en fait. Et même si des fois c'est très dur. Parce que j'ai vraiment, quelquefois, des filles qui s'aiment pas du tout. C'est hyper dur, en fait. C'est hyper intime. Faut arriver à passer le truc et des fois, c'est pas simple. Oui, parce que tu rentres dans l'intimité exactement. Mais même, je dirais, de la fille, mais de la famille. Même. C'est, voilà. Mais du coup, c'est ce qui est aussi passionnant. La passion, elle est animée par ça. Moi, si je faisais tout le temps la même robe, je m'emmerderais, quoi. Et justement, comment est-ce que naît une idée ? Parce que la personne... En fait, c'est en échange. C'est dans l'échange. Nous, en fait, franchement, mon premier rendez-vous, en fait, c'est très simple. J'ai plein de rendez-vous. Mais moi, le premier rendez-vous, en fait, on n'essaye même pas de robe. En fait, je discute avec la cliente. C'est-à-dire, en fait, je discute de savoir... En fait, il y a plein de choses qui sont super importantes pour moi dans un premier rendez-vous. C'est par exemple le lieu. Je sais pas, tu te maries sur une péniche dans un château 18e ou avec une calèche, ou tu te maries en Provence ou sur un bateau, tu vois, c'est pas la même ambiance en fait. Une plage, une plage, si la fille elle est sur une plage déserte, déjà elle va pas se mettre des talons de 15 cm tout en strass, ça marche pas. Donc en fait moi j'ai vraiment besoin de l'ambiance du lieu, de l'état d'esprit de la cliente aussi, ce qu'elle veut renvoyer d'elle. En fait, nous on est vraiment en conversation et après moi la deuxième phase qui est le plus importante, je le dis tout le temps, les filles si elles m'écoutent, mes clientes si elles m'écoutent, ça leur ferait rire, mais j'ai en fait voilà, quand vous allez vous acheter un jean, par exemple la coupe 501, le jean 501 basique, il vous va ou il vous va pas. Mais s'il vous va pas, qu'il soit à plumes, à fleurs, avec des dentelles et tout, il vous ira jamais. Et moi, c'est super important le volume aussi. C'est-à-dire déjà trouver la silhouette qui va à la personne. Si par exemple la cliente elle aime pas ses bras, moi je vais pas lui dire non, on va te faire les bras dégagés, c'est génial. Non, elle aime pas ses bras, je gère. Ou alors par exemple elle peut avoir une mauvaise opinion de ses bras. Donc, je vais lui dire écoutez, faut y aller par parcimonie. Mais c'est vrai que du coup la silhouette c'est hyper important. De savoir si on a envie d'être cool, envie d'être corseté, parce qu'il y a des clientes par exemple qui ont envie d'être super maintenues, d'autres qui détestent parce qu'elles vont mal se tenir, qu'elles veulent être cool. C'est vraiment les attitudes. Donc, mon premier rendez-vous c'est ça. C'est vraiment de trouver un peu qui est en face de moi. Et après, du coup, après ce premier rendez-vous, alors en général, moi je dessine déjà une première silhouette. Parce que ça, c'est l'illustration, c'est quand même un moment de moi, je dessine une première silhouette en disant, en fait, comme quand on achète une voiture, en fait, je mets en place les kits. Donc, par exemple, si c'est un décolleté V, je fais le décolleté V, la taille marquée, pas marquée. En fait, je fais à peu près le gabarit. Et la cliente va dire, vous avez compris ce que je voulais, ou moi j'aurais vu ça. Et là, en fait, ça nous déclenche un deuxième rendez-vous ou pas. En général, j'ai toujours un deuxième rendez-vous où la cliente, en fait, elle se dit... En fait, c'est presque une séance de psy. Je leur dis, réfléchissez à ça. Et le prochain rendez-vous, du coup, elle dit, j'ai bien réfléchi, peut-être que vous avez raison. Ou elle peut me dire, j'ai eu une autre idée. Et en fait, on redémarre sur un truc. La conversation. Et puis après, on démarre le projet ensemble. On parle de budget, parce que ça, c'est super important aussi. Moi, je suis très à l'aise avec ça aussi, de parler du budget de départ, parce que... en fait, quand on crée, c'est hyper dur de créer dans le vide. Et moi, par exemple, j'ai vraiment des matières qui coûtent très cher. Et c'est vrai qu'après, nous, on peut faire une robe à 3-4 000 euros, comme je peux faire une robe à 20 000 euros. Quoi. C'est vraiment... Et quand je suis en train de créer, le deuxième rendez-vous, c'est important pour moi de me dire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour comme matière première, en fait. Pour pas commencer à faire péter un câble et dire...
Ah bah oui, parce que c'est un peu... Enfin, moi, j'ai pas envie de faire voir à la cliente une robe de dingue, mais qu'elle pourra jamais avoir et qu'elle aura en mode bis. Et après, c'est la place donc, de la matière, en fait, aussi. Ouais, exactement. Là, donc, tu as eu la conversation avec Bah, moi, je montre tout, en fait. client, la cliente. Moi, je montre vraiment aux clientes, hein, les Et après, matières, les dentelles. Ouais. Après, moi, par exemple, les dentelles, c'est plutôt de Calais, en fait. Moi, je travaille beaucoup avec des grands noms de dentelles de Calais. Parce qu'en fait, pour moi, c'est cher, mais c'est plus facile à travailler. Donc, du coup, je préfère pas m'emmerder avec des matières un peu, voilà. Moitié-moitié, un peu, ouais. Moitié. Après, je travaille quand même beaucoup avec la région lyonnaise au niveau des tissus. Aussi pas mal en Italie. Parce qu'en Italie, en fait, ils sont très réactifs. Ouais. Et après, puis après, je travaille un peu avec des dentelles brodées, mais de plus en plus, je travaille avec des dentelles brodées françaises. Alors, je suis pas sûr qu'elles soient brodées en France, mais du coup, en fait, je sais qu'il y a quand même une espèce de... Enfin, j'aurais un peu de mal à faire une robe de mariée à une cliente si, en fait, c'est 15 enfants qui ont brodé leur robe. Donc, en fait, nous, on est un peu chiant pour ça. Enfin, moi, j'aime bien savoir d'où viennent mes matières. Ouais, donc c'est aussi un dialogue avec les fournisseurs, avec... Ouais, bah je sais que les fournisseurs, par exemple, même si, franchement, il y a beaucoup de broderies qui sont faites en Inde, en fait, je sais que c'est dans un circuit un peu clean, quoi. C'est pas... Mais voilà, enfin... Et ça, je l'explique aux clientes aussi, parce que pour moi, c'est super important de travailler en région, locale. De connaître aussi les matières, en fait, c'est aussi... Moi, je fais un peu de l'éducation. Ouais. Mais tu développes aussi le côté émotionnel, sensible et le rapport qu'elle va construire aussi avec souvent, les clients pièce, qui font du sur-mesure chez moi, elles me disent « Mais c'est horrible, maintenant, on voit tout ce que vous nous dites ailleurs. » En fait, quand elles vont réessayer un truc, elles disent « Ah non, mais là, je vois que ça va pas et tout. » C'est trop marrant. Il y a la sensibilité qui est développée et l'œil qui est aiguisé... Et même le confort, en fait, qui est complètement différent. Et en voyant le beau vêtement, justement, on sait ce qui est, justement... en fait, moi, il faut que la fille, en fait, elle se sente bien et que ça... Enfin, moi, le plus beau compliment qu'on peut me faire quand je livre une robe, c'est la cliente qui me rappelle en me disant « Tout le monde a trouvé que c'était carrément moi, cette robe. » Et là, en fait, je suis trop content. Ouais, tu as pu voir centaines de milliers de personnes, tu as pu habiller pas mal de personnes. Et tu es arrivé justement en tant qu'étudiant un peu hors cadre. Et là, tu restes aussi hors cadre dans ta façon d'avoir construit l'entreprise et cette maison. Comment ta vision de la mode a évolué depuis, en fait ? Avec tout ce parcours. En fait, je m'adapte un peu à la mode parce que la mode, elle change. En fait, moi, j'ai eu des références plus jeunes. Bon, alors moi, j'ai bossé pour Lacroix aussi en indépendant, mais moi, par exemple, j'adorais Christian Lacroix. J'ai adoré Galliano, des gens complètement barrés. Et aujourd'hui, je peux aimer des choses beaucoup plus sobres. En fait, j'ai pas trop de blocage, moi. Mais je pense que ça vient aussi de ma famille. Comme en fait, on a un peu tous les profils qu'on puisse imaginer autour. Enfin, j'ai tous les profils que je peux imaginer autour de moi. En fait, je suis pas trop bloqué. Et pour répondre à ta question, l'évolution de la mode, je vois qu'elle évolue. Mais en fait, j'ai pas trop de blocage. Je me dis pas, j'aurais préféré avant. En fait, je m'en fous un peu. Et moi, par exemple, je pioche de partout. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, je vais travailler sur Internet comme tout le monde. C'est quand même pas trop mon univers, la technologie, parce que ça me saoule un peu. Parce que ce qui me saoule un peu, c'est que tout le monde a la même info. Moi, par exemple, là, tu dois le voir, j'ai plein de livres derrière. Moi, par exemple, je vais piocher dans des vieux livres, des inspirations, des choses comme ça. Et en fait, je trouve qu'il y a des choses qui étaient géniales il y a 50 ans, mais des trucs qui sont top aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est ça l'évolution. Enfin, mais pour tout le monde, en fait. Ouais. Il y a des évolutions qui sont très positives, d'autres moins, mais en fait, on trouve toujours du positif même dans le truc qui est le moins bien, on peut trouver du positif. Mais la mode, après, elle évolue. Je sais qu'aujourd'hui, il y a vachement moins de haute couture et de sur-mesure. Aujourd'hui, je dirais que par rapport à l'époque,
pour ce que je connais bien, par exemple, la haute couture, c'est beaucoup plus marketé aujourd'hui. Ouais. En fait, les entreprises sont détenues par des financiers, elles sont plus détenues par des créateurs. Donc, des créateurs qui pouvaient faire des excentricités il y a 20 ans, comme Thierry Mugler, qui a fait des choses fabuleuses. Bah, en fait, il n'était pas tenu par des financiers. Donc, s'il voulait faire une robe coquillage que personne ne pouvait mettre, bah, en fait, il la faisait. Et aujourd'hui, je pense que s'il avait un financier derrière lui, je suis pas sûr qu'on lui dirait vas-y, fonce. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on voit... Christian Dior, les collections Christian Dior haute couture, elles sont très formatées en fait. Ouais. Enfin, aujourd'hui, c'est très portable, il n'y a pas d'excentricité comme il y a pu y avoir avec Galliano. Enfin, c'est quand même beaucoup tenu par le marketing. Aujourd'hui, un défilé haute couture, on regarde le sac presque. Enfin, et c'est le sac de demain. Donc c'est un peu... Ça peut être un peu dur pour moi parce que je trouve qu'il manque de... Ça manque de... Pas de spontanéité, je dirais, mais de... En fait, de créativité. De folie. Il n'y a pas de folie, en fait. C'est-à-dire de folie qui pourrait... En fait, ce qui se passait avant haute couture, la folie déclenchait des idées pour après l'inspiration pour le prêt-à-porter. Aujourd'hui, c'est quand même vachement uniforme. Enfin, moi, par exemple, quand je regarde... Alors, le travail, il est splendide. Je peux pas du tout critiquer que ça soit Chanel et tout, mais c'est vrai que j'ai plus une très grande différence comme on pouvait l'avoir avant entre la haute couture et le prêt-à-porter. Aujourd'hui, il y a des gens en prêt-à-porter qui font presque de la haute couture et des gens en haute couture qui font presque du prêt-à-porter. Enfin, c'est un peu ce qui... voilà. Après, moi, ça m'a donné aussi envie d'avoir ma boutique parce que moi, je suis tout seul chez moi, j'ai pas de financier. Et si j'ai envie de faire... Et là, par exemple, je l'ai fait... J'avais envie de faire des robes jaunes dans ma vitrine que je ne vends pas, hein, mais j'avais envie de jaune. Moi, je me suis fait 3 robes jaunes que je vendrai jamais, mais en fait, c'est mon kiff. J'avais envie de jaune. J'en avais trop envie. J'adore cette couleur. J'adorais les matières. J'ai acheté des matières. J'ai fabriqué des robes et ces robes, peut-être qu'elles se vendront un jour, mais au moins, en fait, j'ai envie de dire, tiens, ça existe aussi. Et t'as nourri ta créativité, puis moi, ça m'a fait du bien, en fait. Inspiration. Oui, mais ça m'a fait du bien. Et il y a ça. plein de gens qui adorent mes vitrines. Hein. Tout le monde m'a dit, c'est super beau. Bon, j'ai jamais eu encore de demande de robe jaune. Mais en fait, je me dis, j'ai mis une petite graine dans la tête des gens. Alors peut-être qu'un jour, j'aurai. Enfin, voilà. Mais c'est un peu ça d'avoir la liberté aussi. C'est ça. Et je trouve que par exemple, c'est vrai que l'évolution de la mode aujourd'hui, je trouve qu'il y a vachement moins de liberté. Elle se formalise, c'est paradoxal. Mais en fait, ils sont dans la vente, quoi. Mais c'est parce que c'est des financiers. Ouais. Et c'est le nerf de la guerre aussi. Enfin, ce que je veux dire, moi, je le vis tous les jours. Moi, je dois vendre quand même. Hein, donc, je fais pas des robes de mariée avec une culotte sur la tête, quoi, parce qu'il faut que je les vende quand même. Mais c'est vrai que, alors. À la différence, c'est comme je fais du sur-mesure, moi je peux vraiment m'adapter aux gens, on est dans l'échange. Si par exemple j'ai pas quelque chose que j'ai en stock ou que j'ai à montrer, en fait je peux aussi le concevoir parce que c'est mon métier. Merci pour ce... débrief. Ouais, non, mais cette vision aussi là de ce qu'est la mode aujourd'hui. Et justement, la question que je pose en fin de chaque épisode avec un invité, et tu parlais justement de livres, est-ce que tu aurais un ouvrage qui t'a reposé trop, en fait. inspiré? Non, en fait, j'ai trop de livres. Moi, en fait, je suis vraiment libre, donc je peux même pas te dire... Donc, en fait, c'est lisez. J'en ai 50 000 derrière moi. Je trouve qu'on peut piocher dans tout. Ouais. Après, par exemple, moi, je suis très branché mode, parce que c'est vraiment ma vie. Et par contre, après, moi, je peux lire des livres complètement différents. C'est-à-dire que là, je pars en vacances dans 2 jours et je vais m'enfiler, 10 bouquins, parce que j'ai pas le temps de lire quand je bosse. Mais là, en fait, je vais lire de tout, des choses très différentes de la mode. Je suis pas et ça va te reposer et pour la lecture, vraiment lecture... Mais non, mais après, en fait, il y a des super librairies aujourd'hui. Franchement, dans les rayons mode, il y a quand même plein de trucs à lire qui sont sympas. Donc, j'ai pas un truc spécifique, mais... En tout cas, c'est... faut laisser les gens libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire. Exactement. Merci beaucoup. Pour découvrir une autre part de toi, ou plutôt une autre façon de t'investir justement dans la création, et dans la création
sur Lyon. J'aimerais accueillir dans notre conversation Nathalie Albrecht, que les auditeurs et auditrices ont déjà entendu, donc, qui est directrice du Village des Créateurs. Bonjour Elsie, bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue. Alors, il y a quelques mois, nous avons commencé une série spéciale sur Lyon et je voulais donner voix aux acteurs de la mode lyonnaise, de notre très chère ville de Lyon. Et c'est dans cette logique que j'avais proposé à l'équipe du village de faire ça ensemble. Et puis, vous l'aurez compris, cette série, elle touche à sa fin. Pourtant, on a effleuré les acteurs de Lyon. Il y a tellement, ça a tellement changé. Moi, je l'ai vu en 10 ans. Alors, Nicolas, j'imagine même pas en 20 ans, comme tu as pu voir le paysage changer. Mais alors, on se retrouve tous les trois parce que, justement, Nicolas, en 2021, tu es nommé président du Village des Créateurs. Tu succèdes à Max Chaoul, une personne qui a marqué donc ton parcours, comme on a pu l'entendre, et celui aussi du village, puisque la présidence, c'est pas rien. Pendant 15 ans. Ouais. Et vous deux, donc... arrivons. Voilà. On arrive en même temps. Moi-même, je succède à Isabelle Glaise, qui a dirigé le village pendant 18 ans. Et d'ailleurs... la boucle est un peu bouclée parce que Nicolas en a parlé, mais ce qu'il n'a pas forcément dit, c'est que quand tu as monté ton entreprise, tu as été membre du Village des Créateurs, au tout début du Village des Créateurs, donc il y a 20 ans. Et 20 ans après... En fait, j'étais pas sur place, mais en fait, j'étais membre adhérent pour déjà justement... dans le réseau. Ah oui, Isabelle, S-Mode, après, elle est passée... En fait, je suis les gens que j'aime, en fait. Isabelle, ça a été vraiment ma fée, ma princesse qui s'est penchée sur mon berceau, parce que si elle m'avait pas accepté à S-Mode, je serais pas là. Et en fait, du coup, après, quand Isabelle, elle était au village, du coup, forcément, je l'ai suivie. Enfin, c'était la confiance, quoi. Et le Village des Créateurs, ça m'a permis de démarrer ma boîte aussi, parce que en fait j'ai démarré dans ma boutique, mais j'ai eu toute la structure du Village des Créateurs qui m'a permis de participer au défilé, d'avoir des informations, de rencontrer d'autres créateurs, d'être dans l'écosystème. Oui, c'est un réseau qui était encore qui était très petit aussi, qui était naissant. Naissant. Et donc, votre histoire, elle a commencé il y a 20 ans, donc la maison Nicolas Fafiotte avec le Village des Créateurs. Il y a 1 an pour vous deux. Et ensemble, quelle invitation est-ce que vous partagez en tant que président et directeur Je prends d'abord la parole. Moi, ce que j'espère, c'est que le village a eu 20 ans l'année dernière. Il y a plein d'anniversaires, donc les anniversaires se suivent et se succèdent. Ces 20 ans ont été marqués par un grand défilé qu'on a organisé, par des événements et surtout par le fait que le nombre de membres, donc des créateurs entrepreneurs, ont doublé en 6 mois fin d'année dernière. Ce qui veut dire que le village a une utilité, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs créatifs sur la région, qui est très dynamique, parce qu'on en a parlé, c'est un bassin textile. Et moi, ce que je souhaite, et je pense que Nicolas va rebondir, mais c'est que le village continue, perdure, parce qu'on a des demandes tous les jours, que ce soit d'entrepreneurs, de partenariats, de gens de la filière. On est vraiment un hub de connexion, de mise en relation vertueuse. L'idée, c'est vraiment de soutenir, de faire que tous les gens de la filière, qu'elle soit textile, bien sûr, mode, mais au-delà, d'éco-design et art de vivre, se rencontrent. Et aujourd'hui, on a besoin de se développer, parce qu'en définitive... Il y a beaucoup de projets qui sont super intéressants, en fait. Donc, développement, et après, il faut qu'on soit soutenu. C'est parce que vous soutenez, le réseau soutient il faut nous aider à soutenir. Mais en même temps, faut accompagner, il faut aider à soutenir. Et donc ça vient des industriels, comme des indépendants, des institutions. On a à la fois des partenariats de soutien public et privé. Et c'est vrai qu'au regard de cette entité qui a grossi, on a un besoin effectivement de fédérer de nouveaux acteurs autour de nous pour pouvoir continuer, parce qu'on a des projets multiples qui arrivent. On a un énorme concours talent de mode sur 2023 qui va doubler le nombre de lauréats. On va passer de 4 à 8. On a une belle organisation, je ne peux pas encore en parler, mais qui se faufile avec encore plus de partenaires. Mais tout ça, on multiplie les choses. Donc il faut qu'on arrive aussi à
à arriver à faire tout cela et à développer nos ressources pour toujours pouvoir proposer nous plus d'opportunités, parce que nous on est là pour proposer des opportunités, accompagner, apporter de l'expertise, apporter un soutien, mais 360 degrés en fait à nos entrepreneurs. Ça va de l'antécréation à la vente, donc on a beaucoup à faire entre les deux. Pour perdurer, en fait, c'est pas juste pour faire un petit pop et voilà, l'idée c'est de gagner en qualité, en exigence, en notoriété. Donc en savoir-faire, tout comme... C'est vrai qu'après, quand on est arrivé nous on est arrivés ensemble, mais moi, par exemple, le premier projet, c'était d'avoir un lieu sympa. On a eu un lieu magnifique. Donc du coup, ça c'est grâce à mon réseau. En fait, j'ai fait rentrer Sixième Sens qui sont devenus partenaires. Et c'est pour ça qu'on a eu un local Place Bellecour qui était génial. Après, on a le graffeur Jacquet qui a tout graffé, alors que c'est un boulot. Ah oui, mais il y avait du mètre carré. C'était un truc de fou. J'en reviens même pas encore qu'il ait fait ça pour nous. C'était juste assez incroyable. Mais c'est vrai qu'après, en fait, moi, l'idée de rentrer au village en tant que président, c'est aussi d'utiliser mon réseau et de développer les choses. Et c'est vrai que c'est un peu... Aujourd'hui, en fait, avec Nathalie, on se voit souvent pour gérer, pas les crises, mais on va dire, comment avoir les moyens de toutes nos ambitions. Comment faire. Parce qu'il y a tellement, on a beaucoup de projets. Maintenant, ce qu'il nous faut derrière, c'est effectivement... On a besoin d'aide, de soutien, en fait. De la ville, de la région... entrepreneurs matures qui voudront aider des entrepreneurs émergents, parce que c'est important, parce qu'on est à la fois sur une filière, certes, créative, mais on est aussi sur l'entrepreneuriat, sur la création d'emplois. Ouais, puis en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu rentres dans une école, tu sors de l'école, tu as un projet, en fait, il n'y a pas tant de choses que ça. Et j'en parlais au début de l'interview, en fait, quand... moi, il y a 20 ans, j'ai démarré ma boutique. En fait, tu pouvais te prendre une boutique, t'allais voir une banque qui te prêtait des sous. C'est très compliqué aujourd'hui pour les jeunes entreprises. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide. Il y a d'autres moyens. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Moi, je suis à fond pour le village parce qu'en fait, j'ai été aidé. Mais en plus, j'ai été aidé dans des temps beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que du coup, j'ai eu des difficultés, comme toutes les entreprises. En fait, les débuts, c'est pas la fête. Hein. Mais en fait, les débuts, moi, c'était il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Donc, en fait, les jeunes entreprises aujourd'hui qui arrivent sur le marché, en fait, ils ont encore plus besoin d'aide, quoi. Parce que c'est un marché qui est difficile. Et donc, là, c'est fédérer... se retrouver, continuer en fait ça et se dire mais on peut continuer ensemble et ça permet de s'ancrer vraiment en fait aussi dans ce territoire. L'ancrage il est territorial, il est fort parce qu'il n'y a pas une personne qui commence dans la mode, je pense, qui ne nous appelle pas ou qui ne nous propose pas des choses parce qu'on est vraiment une plateforme connue et reconnue sur la région et au-delà. On a beaucoup de contacts au niveau national avec d'autres incubateurs et avec les fédérations, donc ça entre guillemets c'est de l'acquis et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça qu'on a tout à coup, en plus avec ces 20 ans et toute cette visibilité qu'on a donnée au village l'année dernière grâce à la boutique et grâce à des événements, ça a explosé l'histoire. Ce qui est génial, parce que ça veut dire que certains ne nous connaissaient peut-être pas encore, et donc ça n'a fait que continuer, parce que c'était déjà un outil qui marchait très très bien et qui était une valeur sûre en fait pour les gens qui venaient nous voir. Et du coup ça ne fait que continuer, d'où la légitimité de la structure, d'où notre envie de continuer et de développer et de pouvoir le faire. Voilà. Et d'avoir multiplier en fait les mentors, alors les fées comme tu disais, Nicolas. On a besoin de fées. C'est ça. Et c'est là où on se dit vraiment on oublie le mauvais côté, la mauvaise connotation qu'on a derrière le mot industrie de la mode. On retrouve le relationnel. Et puis la conversation. L'industrie de la mode est en pleine mutation et aujourd'hui des entreprises qui se lancent sont complètement à la fois digitales mais responsables natives, on en a déjà parlé, donc en plus elles ont une prise de parole avec des valeurs dans leur modèle qui sont très fortes, donc ça va complètement dans l'air du temps. Et puis la création des emplois de demain, c'est plus les PME, les TPE aussi qui se montent et qui génèrent leur propre emploi et tous les emplois indirects. Ce qui est super intéressant, c'est que en fait, moi je le vois vraiment c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, en fait, toutes les jeunes entreprises qui nous consultent,
ils sont dans le respect de l'environnement, ils sont... parce que je veux dire, c'est... Ils ont une traçabilité de leur process qui est énorme, ils ont à cœur de travailler de cette façon-là. Mais de travailler même en région, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, en fait, faire travailler notre région. Et c'est ce que je fais, moi, déjà. Mais c'est vrai qu'après, moi, je le fais par envie, par choix, par facilité même, je dirais. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai pas de blocage. Je peux fabriquer comme j'ai envie. Je fabrique tout sur place. Si j'ai une galère, je peux aller chercher mon tissu parce que il est à 50 mètres ou à 50 km, mais c'est pas genre très loin dans les pays étrangers. Les matières, du coup. Voilà. Mais du coup, c'est là où en fait, puis ça développe le travail de région. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait on a besoin de l'aide et d'être très visible aussi pour les institutions qui se rendent compte qu'en fait on travaille vraiment que le travail que les jeunes aujourd'hui, que la nouvelle génération, ils ont envie de travailler sur place quoi en fait. C'est brillant. Voilà, mais de toute façon c'est vrai que c'est une volonté commune et très forte. Maintenant je dirais la volumétrie et l'actualité qui fait que pour continuer. Pour continuer à être ce liant. Voilà. Et justement, quel conseil vous donneriez à ce réseau aussi créatif sur Lyon, parce qu'il a vraiment beaucoup changé. Des conseils Moi, je pense déjà que l'idée d'aller dans des collectifs comme le village ou d'autres collectifs est très importante parce qu'on n'est pas seul et souvent on collabore, on co-construit. Et après que ça soit en adhérent comme en résident. En fait, ce que je veux dire, c'est adhérer au village, c'est aussi avoir des contacts avec tout le monde. C'est ce que j'ai fait au début. Et j'étais pas dans le village. Mais en fait, du coup, ça permet d'avoir des connexions avec plein de gens et puis de l'échange, quoi. En fait, la création, c'est échanger. C'est pas être seul dans son coin, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. On peut y arriver, mais on y arrive très peu de temps. Parce qu'en fait, il faut communiquer avec les autres, en fait. Il faut voir ce qui se passe autour de soi. Et du coup, ce serait le même conseil qu'on pourrait donner à ceux qui vont nous rejoindre. Je pense qu'il y a beaucoup de déménagements, d'arrivées aussi à Lyon, souvent, l'été. Et donc, on pourrait dire ça aussi, aller passage Tiafé, rencontrer l'équipe du village, mais aussi les membres. Et puis, voilà. Le passage Tiafé, de toute façon, c'est un lieu qui est ouvert à tous, qui est un lieu grand public. Tout visiteur lyonnais, touriste peut y venir, découvrir les boutiques, échanger avec les créateurs, parler avec l'équipe. C'est vraiment un lieu de vie. D'ailleurs, on a un nouveau concept aussi de foot qui va réouvrir parce que c'est important aussi de pouvoir s'y retrouver de façon conviviale. Mais c'est un lieu qui est ouvert à tous. Et c'est important à la fois pour les gens, les professionnels, mais pas que, pour les visiteurs. Pour les visiteurs et puis pour les acteurs de la mode. Enfin, moi, je suis passée hier pour une interview. Ça m'a fait vraiment du bien, ça inspire. Donc, merci. Merci Nathalie, toute ton équipe. Merci Nicolas pour ce temps. Vous nous avez fait rencontrer de très belles personnes dans la mode, la déco, la beauté. Et c'est ce qui fait la mode et ce qui la façonne son image, son impact. Donc c'est vraiment beau de voir cette dynamique sur la région. Merci beaucoup. Merci à toi Elsie pour ces 6 mois partagés avec nos créateurs. Ça y est, avec grand plaisir. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillés, habilleurs, à la semaine prochaine.